Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Le programme du jour, on continue nos bilans individuels de l'effectif du Paris Basketball, version 2022-2023. Et le cas que nous allons traiter dans cet épisode, si vous avez cliqué dessus, vous le savez déjà, il s'agit de Juan Bégarin. Mais avant de détailler la saison du numéro 23 parisien, j'introduis mon compagnon de micro. Salut Lilian. Salut Flavien, on a inversé les rôles là, c'est bon. Ouais, on inverse les rôles. Tout le monde prend un peu la présentation là sur ces pastilles. Vous le verrez tout au long de la publication de ces épisodes. Pour nous, le déroulé du podcast, il est un peu le même pour chaque épisode de cette série. Mais on va le rappeler, résumer le déroulé de la saison du joueur, on va parler de son utilisation dans l'équipe, puis vous donner une petite appréciation, un petit conseil de classe sur les performances globales de la saison, notamment donc de Juan Bégarin pour cet épisode. Les réseaux sociaux avant de démarrer, je vous les donne comme d'habitude. @ParisB-OnAir sur Twitter, ParisBallOnAir sur Instagram et sur Facebook. Vous avez vu, il y a un petit changement depuis quelques temps. Et puis voilà, donc retrouvez, ne vous trompez pas, comme disait Lilian tout à l'heure dans le précédent podcast. On part donc sur Juan Bégarin. Juan Bégarin qui a eu une saison, début de saison entaché par une blessure qu'on a retrouvée très fort, qui en Betclic Elite a valu 11 points, 3,9 rebonds, 3,4 passes pour 2,5 interceptions en 26 minutes. En Eurocup, les statistiques sont un poil meilleures, notamment pourcentage au tir, 45% au tir, seulement 39 en Betclic Elite. Lilian, je te laisse démarrer là-dessus. Comment toi tu vas qualifier la saison de Juan Bégarin? Moi, je m'étais noté une espèce de rookie wall pour Juan. Est-ce que toi tu me rejoins là-dessus, ou quel mot ou quelle phrase tu as pour résumer, on va dire, la saison de Juan? Je pars un peu dans la même idée que toi, sauf que moi j'ai francisé le terme. Je suis sur le terme de stagnation pour Juan Bégarin. Malheureusement, tu l'as rappelé, comme chaque année, un petit peu embêté par les blessures. Jamais très grave, mais bon, soit ça retarde ou ça entrave sa saison. Là, pour le coup, ça l'a un petit peu retardé. Et stagnation pour Juan Bégarin, parce que malheureusement, on a vu un petit peu les mêmes choses que les saisons précédentes, capable de l'appliquer à la Betclic Elite et même en compétition européenne à l'Eurocup, c'est-à-dire cette forte capacité de driver, de se frayer un chemin au cercle, d'être capable de tirer avec quand même malgré tout une certaine irrégularité. Mais cette année, ce qui a un peu sauté aux yeux, c'est son manque d'adresse, notamment près du panier. Et c'est ce qui, je pense, pour l'instant, ne lui permet pas de passer un cap, parce que on va dire qu'il s'octroie les opportunités de tir, mais qu'il ne les convertit pas. Et cela l'empêche de passer on va dire, de joueur utile en sortie de banc à l'un de tes 3, 4 meilleurs joueurs, voire dans ton top 2, ce qu'il aspire à être, je pense, dans le futur. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste un bon joueur en sortie de banc, mais pas plus, et c'est pas à la hauteur des espérances du joueur, je suppose. Je pense aussi qu'il n'est pas forcément satisfait de sa saison. Jeune Mégain qui voit ses stats globalement stagner, comme tu l'as si bien dit dans ce début d'explication. Il y a simplement, moi, une chose que j'ai notée, que je trouve intéressante sur ses statistiques et qui est positive, mais ça va du coup dans son utilisation, c'est Jeune Béguin a fait plus de passes décisives que l'an dernier, 2 de plus, sans forcément beaucoup augmenter son ratio de perte de balles. Et on va dire que quand même, les pertes de balles sont aussi l'une des tâches de Jeune Béguin, parce que c'est un joueur qui a beaucoup la balle et a eu plus la balle cette année avec Will Weaver, heu, a été plus responsabilisé, beaucoup plus titulaire aussi, hein. Jeune a notamment pris la place en fin de saison, mais ça s'est alterné avec Axel Toupane. Je comment, toi comment tu vois cette utilisation ballon en main? Parce que tu le dis, il a été, un peu compliqué pour lui de finir au cercle, et c'est là où, son prochain, point d'amélioration, est à absolument corriger, avec, le pourcentage en lancers francs qui est toujours aussi faible, mais on n'est pas surpris depuis 4 ans maintenant qu'on le voit évoluer. Heu, Toi, qu'est-ce que tu retiens un peu de ça?
Bah, je trouve que c'est dans la continuité parce que déjà sous Jean-Christophe Prat, il a quand même eu des responsabilités balle en main. Alors peut-être pas autant que sous Will Weaver, sachant que avec Will Weaver, ça a été également un petit peu contraint parce que forcément le fait que bah, Tyrone Wallace et Kyle Allman n'évoluent que trop rarement ensemble, bah forcément t'avais pas de porteur de balle secondaire quand un des deux était absent. Donc forcément on va dire ton meilleur autre porteur de balle, ça pouvait être Juan Begarin, ça pouvait être par moment Amar Gagic, mais on a bien vu que quand même le Bosnien avait un petit peu moins de qualité que Juan. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé intéressant notamment dans l'alternance qu'il pouvait avoir entre les comment dire les possessions qu'il prenait pour lui et celles où il faisait un petit peu plus jouer ses coéquipiers. Dans ce sens-là, je trouve que c'est positif. Après, je l'ai pas tellement vu évoluer dans son passing game, on va dire, mais c'est pas là où je l'attends vraiment. Moi, déjà, s'il tient plutôt bien la balle, qu'il fait pas trop d'erreurs, parce que je trouve que ses pertes de balles, elles émanent surtout quand il prend ses initiatives personnelles. Donc à ce niveau-là, je trouvais ça positif. Mais ouais, tu le disais, moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans sa marge de progression, notamment par rapport à son adresse au cercle, c'est que je trouve pas mal un problème de toucher de balle. Et on voit que le toucher de balle, pour l'instant, c'est compliqué pour Julian. Ça se voit notamment, bah, on sait que les lancers francs, c'est plutôt un indicateur d'avoir un bon toucher de balle ou non. Et on voit que bah, à ce niveau-là, dans ce domaine-là, comment dire, ça s'améliore pas vraiment pour Juan et c'est plutôt, on va dire, inquiétant. Pour sa part, il tourne seulement à 60% au lancer franc, sachant qu'il en prend quand même 4 par match. Bah, c'est quand même une paire de lancers francs que tu laisses en chemin. Et on l'a cité cette saison que Paris a peut-être pas perdu certaines rencontres, mais a laissé filer en tout cas certains matchs, notamment sur les lignes des lancers francs. Alors, il n'était pas le seul à qui on pouvait l'imputer, mais il faisait partie de cela. Donc, à voir comment Juan Bégarin va pouvoir améliorer ce secteur du jeu-là. Mais peut-être pour te redonner la parole et repartir sur un aspect plus positif, Juan Bégarin a été quand même cette saison l'un des fers de lance défensivement, notamment pour les zones presse que voulait mettre en place Wilver. Et ça c'est positif parce que c'est quelque chose, malgré peut-être une importance croissante en attaque, il est toujours aussi concerné en défense et ça c'est positif. Oui, oui, c'est positif. Franchement, le niveau défensif, en même temps, j'ai envie de dire, vu ses qualités, il est obligé, entre guillemets, d'être un fort défenseur pour pouvoir après s'octroyer des périodes de transition pour aller marquer plutôt facilement. Et c'est des séquences qu'on a vues très régulièrement, plutôt en Europe, je trouve, plus qu'en Europe, en tout cas qu'en championnat. Où tu as l'impression que c'est Moïse, tout le monde s'écarte et lui, il va au cercle direct. Et c'est justement parce qu'il est capable, en défense, de prendre les missions les plus compliquées, je pense. Son profil fait qu'il peut globalement défendre de 1 à 4 sans trop de soucis. Parce qu'il est physiquement apte à jouer en Belk Elite, ça se voit. Il encaisse plutôt bien les contacts, mais c'est vrai que quand tu parlais en attaque, tu parlais du toucher. C'est justement quand tu encaisses bien les contacts, il faut que ce soit derrière. Enfin, tu te facilites le travail pour mettre le panier et c'est justement là où il y a de la progression à trouver. Donc mais en défense, il est capable d'encaisser, donc de jouer de défendre sur des joueurs plus lourds. Il a les mains très actives sur le vis-à-vis lorsqu'il a le ballon. C'est un en défense, il y a, je pense, pas grand-chose à lui reprocher sur sa saison, bien au contraire. Mais voilà, encore une fois, c'est toujours un peu en attaque qu'on a des points d'amélioration à lui trouver. Encore une fois, peut-être qu'on est un peu dur, hein, Juan va sur ses 21 ans au mois d'août, donc on parle évidemment d'un joueur très, très jeune et d'un joueur surtout qui, à 20 ans, a déjà des accomplissements, et un niveau, de régularité en haut niveau, plutôt impressionnant. Je te propose, Lilian, qu'on parte un peu là sur le match, enfin peut-être le moment fort de la saison de John Mégain. Alors je vois que tu en avais noté 2. Moi j'en ai un plutôt dans les 2 qui me paraît le plus frappant et je crois même que j'en ai un troisième. Donc on s'était noté dans les moments forts un match contre Podgorica en Eurocup, 22 points à 10 sur 13 au tir, 5 passes, 0 perte de balle
en 25 minutes. Donc ça, c'était en février, dans une défaite, il me semble bien. Et sinon, c'était en Eurocup, encore une fois, mais c'était ses playoffs, 22 points contre les Cabelis, 18 contre Grande Canaria. Et moi, j'ajouterais les 30 d'évaluation pour le premier match de sa saison en championnat contre Monaco. Quel match, toi, tu gardes en tête de tout ça? Faut dire quand même que globalement, on l'a trouvé plus à l'aise en Eurocup. Ouais, globalement, mais ça, c'est un constat qu'on pourra tirer pour pas mal de joueurs. Mais bah, moi, je vais retenir surtout ces playoffs d'Eurocup parce que je trouve quand même pour un jeune joueur, on le disait, avoir prouvé sa valeur dans des matchs à enjeu et qui comptent et qui étaient décisifs parce que voilà, c'était soit win or go home entre guillemets. Et donc moi j'ai trouvé ça très positif qu'il réponde présent mais comme un leader de l'équipe alors que voilà on le disait bah, cette saison forcément dans la hiérarchie bah, il passait après des Wallace, des Allman, même des Sims qui ont su progresser au fur et à mesure de la saison et qu'il ait su se révéler dans ces moments-là. Moi, je trouve ça super intéressant pour sa progression et pour le futur. Et ça montre, bah voilà, que la marche, on parlait voilà pour sa progression, qu'il doit notamment améliorer son adresse près du cercle, mais également en termes de constance, parce qu'on sait que Juan Bégarin est capable de ces matchs un peu flash où il est très bon, mais il est également capable d'être un peu plus en dedans sur certaines rencontres. Et voilà, pour lui, la marche à suivre serait vraiment de réussir à reproduire ses performances dans la durée, même en saison régulière. Mais voilà, moi je vais retenir ça parce que pour un jeune joueur, pour sa première compétition européenne, j'avais trouvé ça assez fort de sa part. Qui plus est, des matchs à l'extérieur où la pression peut être un petit peu plus palpable. Alors moi, je te rejoins totalement sur, l'histoire des playoffs. Ce que j'aurais pris si tu ne l'avais pas pris, je vais quand même prendre le match de contre Monaco à Roland-Garros, mais c'est un peu dans le même esprit, parce que ce match-là, c'est un match vraiment très particulier. Déjà dans le match en lui-même, c'est joué dans un court de tennis, dans une salle, où tu as 8 ou 9 000 personnes. Lui, il revient de blessure, c'est son premier match de la saison. Je sais plus quelle blessure il a, si c'est pas la hanche ou la cheville, j'ai un doute entre les 2. Mais il revient à peine de blessure, il cale 28 points, 30 déval. C'est lui qui tient globalement l'équipe à bout de bras contre Monaco et qui permet de s'offrir un money time serré contre la Roca Team. Et encore une fois, quand tu le dis, c'est quand le niveau augmente, et c'est là où c'est très positif, il est capable aussi d'augmenter son niveau et de se mettre voilà, au niveau de la rencontre, au niveau de l'adversaire. Bah, Lid Kabelis, je pense que c'est le plus flagrant, parce que c'est un huitième de finale, le premier de ton histoire. Tu te retrouves à l'extérieur dans une salle qui est pleine pour la première fois de la saison, je crois. Ils ont et tu sentais vraiment que dans l'atmosphère, il se nourrit de ce genre d'événements pour, heu, pour prendre confiance en lui et sortir des grosses prestations. Et je pense que l'ambiance, en fait, autour de lui fait partie des marqueurs des facteurs qui vont l'aider justement à se surpasser. C'est malheureux parce que, à Carpentier, c'est pas forcément, ce qu'il va avoir, tous les week-ends. Mais ces playoffs d'Eurocup sont extrêmement positifs dans un moment en plus où il allait pas forcément, où il était pas forcément ultra performant. Ça a été plutôt rassurant. Je te propose qu'on passe sur l'utilisation du joueur en tant que tel dans le système Will Weaver. Qu'on l'a dit, très fort défenseur, heu, beaucoup plus d'utilisation en attaque, plus de ballons dans les mains. Qu'est-ce que toi tu retiens un peu de l'utilisation de Juan? On Encore une fois, on peut encore faire le parallèle par rapport à la saison dernière, il y a quand même des choses qui changent pas mal. Ouais, mais il avait surtout, je pense, cette saison, ce rôle de dynamiteur en sortie de banc. On l'a dit, apporter un petit peu de playmaking également quand Wallace ou Allman ne sont pas sur le parquet. Et j'ai trouvé que, on va dire que dans la théorie, son rôle était presque parfait pour lui, mais pour les différents arguments qu'on a cités et surtout, pour le coup, je pense qu'on peut pas vraiment les incomber au coach. C'est surtout par rapport à Juan. Et j'aimais bien l'analogie que tu faisais de celle de Moïse,
où les défenses s'écartent quand Juan va au drive. Et je pense que des fois, il est presque un petit peu trop habitué à ça. Et du coup, dans ses prises de décision, justement sur ses prises d'intervalle, eh ben, c'est un petit peu toujours la même chose. Et c'est là où les défenseurs, au bout d'un moment, vont comprendre, vont réussir à se mettre en face de lui. Et c'est là où, bah, pour progresser, il va devoir trouver d'autres solutions en termes peut-être dans son panel technique pour pouvoir finir avec plus d'efficacité. Et c'est là où forcément, quand tu rencontres un défenseur et que t'as pas forcément ce toucher de balle près du cercle qui te permet même dans une situation compliquée d'inscrire le panier, bah c'est là où on voit encore les petits défauts de Juan. Mais c'est dommage parce que j'ai trouvé que vraiment le système mis en place par Wilver cette saison aurait dû lui scier encore mieux et aurait au final dû lui permettre de franchir encore un cap dans son jeu. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Oui, 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 moi je trouve en tout cas que le profil, dans l'idée de Will Weaver, je trouve que le profil de John Bellirin collait vraiment bien à ce que le technicien américain voulait mettre en place et que bah, justement à cause de ce qu'on dit depuis le début du podcast, ce souci de toucher près du cercle, t'as pas rendu forcément la tâche facile. Et il y a aussi l'adresse à 3 points qui est forcément qui est un souci chez Juan, hein, qu'il avait quand même bien bossé lorsqu'il était en Pro B à Paris, mais là on voit qu'il y a quand même des Bah, le souci, c'est que c'est très streaky, quoi. C'est qu'il y a des matchs où il peut faire 3 sur 4, avec des shoots assez durs, et des fois où ça va être juste 1 sur 6 avec, en plus, parfois quelques choix un petit peu douteux. C'est ce que bah, c'était là où je voulais en venir dans le côté un peu négatif. C'est, il y a des matchs où même sans adresse, proche du cercle ou derrière la ligne à 3 points, on il va il il va forcer les choses, parce qu'il a confiance en lui forcément, et c'est quelque chose qu'il répète assez souvent, et il va forcer soit les mauvaises positions, soit les mauvaises décisions, et tu vas le retrouver il y a des matchs où il a 1 sur 10. Il y a eu des matchs où c'est arrivé, et il passe littéralement à côté de son match, mais sans pour autant se mettre en retrait par rapport à ce qu'il devrait faire, parce que si tu passes à côté, bah, tu passes à côté, ça arrive. Mais il y a des fois où tu sens vraiment qu'il a quand même envie que ce soit lui qui fasse la décision, et c'est pas adapté, au match en question, à son match à lui tout simplement. C'est là, moi, j'ai un peu, après c'est un jeune basketteur, donc il a encore pas mal de choses à améliorer, et il a du temps pour l'améliorer, bien évidemment. Mais là, dans dans le joueur, en fait, il peut-être pense être, pour moi, il y a des retenues et des choses sur lesquelles il devrait peut-être plus travailler pour épurer son jeu, parce que, bah, voilà, encore une fois, moi, je trouve qu'il avait, quasiment le profil parfait pour être efficace dans cette équipe, avec des shooters. Lui qui est quand même pas un mauvais passeur en soi, quand il regarde un peu autour de lui, hem et quand il tente justement pas quand il y a pas des initiatives personnelles trop difficiles, s'il fait des choses plutôt simples, en fait, il aurait été capable de rayonner, je pense, dans cet effectif, et c'est pas forcément ce qu'on a vu sur l'entièreté de la saison. Je te propose, Lilian, qu'on passe sur le conseil de classe. Pourquoi Qu'est-ce que tu as mis comme note, pour l'ami John Béguin? J'ai mis quand même les encouragements, même si on a pu paraître un petit peu critique, parce que quand même, faut peut-être réappuyer que c'était, voilà, le meilleur défenseur de l'équipe, peut-être avec Jeremy Evans et Ismaël Kamagaté, mais en tout cas sur les lignes extérieures, c'était clairement le meilleur. C'est lui qui était bon, un petit peu l'instigateur notamment des presses tout-terrain de Paris. Donc même si en attaque, en fait, j'ai envie de le résumer ainsi, Juan. Il a eu de bonnes intentions, notamment sur sa deuxième partie de saison, qui je trouve est plutôt bonne, de bonnes intentions, mais qui n'ont pas été récompensées qui n'ont pas été récompensées au final. Donc moi, je vais quand même partir sur les encouragements parce que même si on l'a dit, c'est une saison où il a stagné. C'est un jeune joueur, donc c'est jamais facile d'évoluer en première division. Donc il a quand même des statistiques plutôt honorables. Première sélection au All-Star Game cette saison. Donc c'est pour ça, je veux pas trop le pénaliser et je pars quand même sur des encouragements. Il me semble que je sais pas si c'est sa deuxième, parce qu'il avait été sélectionné l'année dernière, mais il avait eu le Covid, il avait pas pu jouer,
la saison dernière, mais il était All-Star, il me semble. Moi, je mets aussi les encouragements et je vous cache pas avoir changé en plein enregistrement. J'avais plutôt mis avertissement sans Et qu'est-ce frais. qui t'a fait changer du coup? Ce qui m'a fait changer, c'est un peu les arguments que tu donnes sur le côté, bah, rôle défensif, heu, principal pour, dans l'équipe. Le fait qu'il ait des en fait, je pense pour moi, il sauve un peu ce côté-là sur les playoffs d'Eurocup où vraiment j'ai senti un joueur ultra à l'aise. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que je souhaitais en plus parler au niveau de ses meilleurs matchs, mais c'est qu'il a connu aussi ses premières sélections en équipe de France au mois de novembre au mois de C'est novembre vrai. et mois de février. Et il fait des matchs, je crois que c'est en février, je n'ai plus l'adversaire en tête, où il fait des matchs vraiment excellents, des très belles rentrées. Et Vincent Collet avait réussi à trouver, bah, comment utiliser Julian Béguin assez rapidement, puisqu'il l'avait eu à l'été en partenariat d'entraînement, mais derrière, dès qu'il a été sélectionné, et puis un petit peu responsabilisé, ça avait fait mouche. Donc je mets plutôt encouragement parce que voilà, on parle quand même d'un joueur de 20 ans. J'aurais peut-être été un peu dur si j'avais mis avertissement sans frais. Heu et puis, comme il a quand même une marge de progression quand même élevée, tout simplement, ne pas non plus, être trop dur avec John Béguin. Sauf si tu as un mot, en plus à ajouter, je te propose qu'on file gentiment vers la fin de cet épisode. Non, non, on va continuer parce qu'on a encore quelques pastilles à tourner. Eh ben, let's go. Alors on va terminer. Comme Lilian le dit, il nous en reste encore quelques-unes à enregistrer. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisBetYourIdun on air sur Twitter, ParisBballOnAir sur Instagram et Facebook, et puis sur YouTube également. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les notes sur Spotify, Apple Podcast. Bah, vous connaissez un peu la chanson désormais. Et puis, bah, on va se retrouver très rapidement pour une autre pastille, un autre bilan individuel d'un joueur. Prenez soin de vous et à très, très bientôt. Bye bye.